Europe 1, au cœur de l'histoire. Il y a 90 ans, naissait à Bakou l'un des plus grands musiciens du XXe siècle, le violoncelliste Rostropovitch. Franck Ferrand a décidé de lui consacrer cette émission. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'histoire conservera forcément l'image de Mstislav Rostropovitch jouant du violoncelle sur le mur de Berlin démantelé, mais il serait injuste évidemment de réduire à ce simple épisode l'apport considérable à la musique d'un interprète de génie. Évidemment, et pour nous parler de ce génie, vous avez d'ailleurs invité deux musiciens. Oui, deux violoncellistes, comme il se devait, qui nous diront tout ce qu'ils estiment devoir à leur modèle. Xavier Phillips a remporté à 19 ans le prix spécial du concours Rostropovitch et Roland Pidou a joué en formation de chambre avec le maître. Et enfin, bien sûr, nous aurons l'occasion d'entendre le grand violoncelliste pendant tout le cours de l'émission. Mais bien entendu, vous avouerez que sans cela, nous aurions évidemment été frustrés. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dans la nuit du 20 au 21 août 1968, les troupes soviétiques écrasent dans le sang l'insurrection de Prague. En cette chaude nuit d'été, sur décision de Brejnev, les chars russes répriment la tentative de libéralisation qui avait été engagée par Dubček en Tchécoslovaquie. Ils mettent fin violemment à ce qu'on avait cru pouvoir appeler le printemps de Prague. Le matin du 21 août 68, les Européens de l'Ouest sont abasourdis. En ouvrant les journaux, ils découvrent les terribles photographies du massacre. On y voit, je cite Milan Kundera, on y voit des tanks, des points menaçants, des immeubles détruits, des morts recouverts d'un drapeau tricolore ensanglanté. Par le plus grand des hasards, à moins qu'il faille appeler cela l'ironie du sort, ce jour-là, justement, ce 21 août, le grand violoncelliste soviétique Mstislav Rostropovitch doit se produire en Occident, à Londres, avec l'orchestre symphonique d'État de l'URSS. Les musiciens doivent justement interpréter l'une des plus grandes œuvres tchèques pour violoncelle, vous avouerez que ça tombe mal, le concerto de Dvorak. Soudain, alors que le concert est sur le point de commencer, un homme se lève dans le public. Vous savez, on est à Londres, la réaction du public est une chose fréquente. « Envahisseur !» accuse-t-il. Et puis un autre, et puis deux, et puis trois, et bientôt tout le public se met à crier, à hurler, à lancer même des objets sur les musiciens. Un homme brandit son ticket de concert et interpelle Rostropovitch. « Je quitte votre concert, dit-il, espèce d'agresseur !» Il faut imaginer l'embarras, la honte de tous ces musiciens dont on associe en ce jour dramatique la citoyenneté soviétique à la violence de l'URSS. Et puis peu à peu, le chaos laisse place au silence et à la seconde où sous les doigts des musiciens éclosent les premières notes du concerto, la salle entière retient son souffle. Et voilà que la musique ensorcelante de Dvorak prend dans ce contexte gravissime une dimension tragique. Le violoncelle passe du fortissimo au pianissimo avec une incroyable virtuosité et quelle intensité. Rostropovitch ne fait plus qu'un avec l'instrument, la scène est sublime, le son si profond du violoncelle comme sorti des entrailles de la terre parvient à exprimer ce qui n'aurait pas pu être dit avec des mots. Comment mieux dire la souffrance du peuple de Prague que par ce concerto du grand compositeur tchèque magnifiquement interprété par l'emblème du génie russe. Ce jour-là, alors qu'il joue avec toute son âme, on voit couler sur le visage de Mstislav Rostropovitch des larmes. Cette tension entre Est et Ouest, ce tiraillement
entre deux parties du monde, a profondément marqué la vie du violoncelliste. Alors évidemment, je vous disais qu'on retenait toujours de lui cette image du concert improvisé au moment de la chute du mur de Berlin. Rostropovitch était devenu un symbole de liberté à ce moment-là, un symbole de résistance à la dictature soviétique. Et pourtant, avant d'incarner l'opposition au régime, le maestro, pendant longtemps, a été un pur produit de ce régime, et même de la part la plus violente du régime, puisqu'il s'agit de l'époque stalinienne. Il y a 90 ans exactement, donc le 27 mars 1927, Mstislav Leopoldovitch Rostropovitch naît au cœur de l'Empire soviétique, à Bakou en Azerbaïdjan. Son père est violoncelliste. On dit d'ailleurs que c'est l'étui du violoncelle qui a servi de berceau au petit Mstislav, qu'on surnomme très vite Slava, ça va nous arranger. Il est littéralement né avec un violoncelle entre les bras. Dès sa prime jeunesse, le jeu le fascine. Il a ce don de produire un son si intense, si soutenu, si profond, si chaud, qu'il en devient magnétique. Je crois qu'on doit pouvoir employer le terme d'hypnotisant. Tous ceux qui ont eu la chance d'entendre Slava en concert le disent, évidemment. Son violoncelle n'est plus un simple instrument, il est une prolongation de son corps, et l'archet se trouve être la continuité de son bras, si vous voulez. Il joue comme il respire, un peu sa voix, ce violoncelle, une voix si proche de la voix humaine qu'elle peut couvrir un spectre fascinant de sonorités, de couleurs et d'humeur. Slava n'a pas encore 20 ans que déjà les plus grands chefs et les orchestres les plus prestigieux le réclament. Les concertistes les plus talentueux rêvent de jouer avec lui. On peut dire qu'on se l'arrache. Dans les années 40, grâce à son charme, son talent, sa virtuosité, il devient très vite le chouchou de la scène culturelle soviétique. Les émotions qu'il parvient à produire par la musique séduisent tant les hauts fonctionnaires de Moscou qu'ils vont lui accorder toutes sortes de privilèges. Vous savez, c'était l'époque de la nomenklatura en Russie. On peut dire de Slava qu'il est un petit protégé du régime. On lui permet à peu près tout. Il a le droit de voyager à l'Ouest, bien entendu, de se produire dans toutes les villes d'Europe et même aux États-Unis. Il est devenu la vitrine de l'Union soviétique. Le gouvernement stalinien le chérit. À 21 ans à peine, il devient une stars, comme nous dirions de ce côté-ci du rideau de fer, en quelque sorte un ambassadeur de la musique soviétique en Occident. Il faut préciser que cet amour, si l'on peut dire, entre le Kremlin et Rostropovitch n'est pas unilatéral, puisque Slava voue un véritable culte au régime. Et comme tous les jeunes soviétiques qui ont grandi dans l'URSS, il admire Staline, il adhère aux idéaux, etc. En 1951 va venir pour lui la consécration suprême. Il reçoit le prix Staline, c'est-à-dire la plus haute distinction de la Russie soviétique. À ce moment-là, il est au summum de sa gloire et il ne se doute pas une seule seconde que cet État qu'il aime tant ne va pas tarder à se retourner contre lui. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous racontez cet après-midi, Franck, la vie de l'un des plus grands musiciens du XXe siècle, pour ne pas dire de tous les temps, l'immense violoncelliste Rostropovitch. Ce musicien de génie grandit, se produit dans la Russie soviétique de Staline, vous venez de nous le dire. Quelle est l'attitude du régime vis-à-vis des artistes à ce moment-là ? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'autre jour nous parlions de ça à propos du cinéaste Eisenstein. Oui. L'évolution dans l'entourage de Staline a été considérable. Il y a eu des hauts et des bas. Enfin, je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais pour faire court, disons que à l'issue de ces années 40, Staline et ses séides imposent le fameux réalisme soviétique et la censure est très présente. En février 48, les deux plus grands compositeurs soviétiques, évidemment Dmitri Shostakovich et Sergueï Prokofiev, sont victimes d'une véritable humiliation de la part du régime. Ils sont mis de côté par le Kremlin alors je vous cite les raisons qui sont invoquées: perversion formelle, tendance antidémocratique dangereuse pour le peuple soviétique. Vous imaginez, pour des compositeurs de musique, ça manque pas de sel, évidemment. Musique cacophonique sans harmonie ni mélodie. Il doit y avoir je ne sais quel bureaucrate qui a trouvé que ça heurtait cet impan. Oui, voilà. Shostakovich est donc exclu du conservatoire de Moscou où il enseignait. Il y avait été le professeur de Rostropovitch, avec qui il s'était lié d'une forme d'amitié. Et puis, Prokofiev, lui aussi, est banni. Ses compositions ne seront plus jouées. Et pour cela,
Slava, cet anathème contre les deux compositeurs contemporains qu'il révère littéralement. Et cet anathème est un véritable choc, la première faille d'une certaine manière dans les relations jusqu'ici sans nuages qu'il entretenait avec le régime. La première fois qu'il se met à douter du régime stalinien. Il a 21 ans à l'époque et pour la première fois, il va faire un geste de défiance vis-à-vis des autorités. Par solidarité avec les compositeurs, il quitte lui-même le conservatoire de Moscou et il se rend chez Prokofiev dans sa datcha de campagne. Et c'est là qu'ils vont rester ensemble tous les deux pendant quelques semaines. On voit Prokofiev et Rostropovitch travailler, écrire, jouer. Ils s'entendent à merveille, ils vont former un duo particulièrement fécond, et avec l'aide de Rostropovitch, Prokofiev réécrit son concerto pour violoncelle. C'est la première œuvre majeure écrite spécialement pour ce violoncelliste en particulier. Alors plus tard, Rostropovitch deviendra également de plus en plus proche de Shostakovich, et il sera son interprète privilégié, un inspirateur même, en même temps qu'un ami. Leurs deux caractères les opposent néanmoins. Il faut dire que Dmitri Shostakovich est un homme timide, nerveux. C'est un personnage, j'ai eu l'occasion de raconter sa vie à ce micro, c'est un personnage assez invraisemblable pour tout vous dire, alors que Slava, lui, est chaleureux, extraverti, drôle, pour pas dire même bavard. Il faut d'ailleurs s'arrêter un instant sur la personnalité de Rostropovitch. Au-delà de cette force de vie incroyable qui lui permet de libérer toutes les énergies autour de lui, on peut dire qu'il a une rage de vivre. Il n'est pas seulement amical, joyeux, il y a chez lui une sorte de grain de folie dans sa gestuelle débridée, dans sa manière de secouer les bras lorsqu'il parle, parce qu'il parle sans cesse, cette façon qu'il a d'embrasser les musiciens et même les techniciens après les concerts, en les serrant dans ses bras. C'est comme s'il était dans un état d'euphorie permanent. On dit qu'il dort à peine 2 ou 3 heures par nuit, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'il avait une telle passion de la vie qu'il ne voulait pas en perdre une miette. Ce trop-plein d'énergie épuise un peu les gens autour de lui, il faut bien le dire. D'ailleurs, lui-même disait « Le seul moment où je vois les gens heureux, c'est quand je pars ». Son appétit démesuré se porte également sur les femmes. On raconte qu'un jour, une jeune femme l'interpelle après un concert. « Oh, vous jouez comme un dieu !»« Oui », répond-il avec cet accent russe qu'il avait à couper au couteau, avant d'ajouter « Mais un dieu avec un sexe !» Le personnage de Rostro, comme on l'appelle dans le milieu, est fascinant. On se demande comment ce bonhomme un peu tellement simple, grand buveur de vodka, etc., peut se mettre, lorsqu'il a un archet dans les mains, à produire ce son tellement subtil, cette musique tellement émouvante, délicate, exquise, cette musique, pour tout dire, envoûtante. Très court extrait de la sonate Apergione de Schubert. C'est en 1970, alors que Rostropovitch est au sommet de sa gloire en Union soviétique, que les ennuis vont commencer. Depuis quelques semaines, le violoncelliste s'est lié d'amitié avec un écrivain dont le nom ne vous sera pas inconnu, Alexandre Solzhenitsyn. Or, après la publication d'une journée d'Ivan Denisovitch, l'écrivain est victime de la censure. Il est persécuté par les autorités et de nouveau, on va voir Rostropovitch prendre fait et cause pour lui. Il l'héberge, il le reçoit chez lui comme un membre de sa famille et Solzhenitsyn va rester là pendant 4 ans. En octobre 1970, le grand écrivain reçoit le prix Nobel de littérature et par peur d'être déchu de sa nationalité et de ne pas pouvoir ensuite rentrer en Russie, Solzhenitsyn ne se rend pas à Stockholm pour recevoir le prix. Rostropovitch est scandalisé par les persécutions dont son ami est victime et à ce moment-là, il écrit une lettre qu'il adresse au Kremlin pour défendre la liberté d'expression. Vous imaginez ça? La liberté d'expression en plein régime brejnevien? Ah, les conséquences ne vont pas tarder à se faire connaître. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire du musicien Rostropovitch cet après-midi, Franck Ferrand. Alors vous nous le disiez juste avant la pause, il a pris une décision très importante. Il va défendre l'un de ses amis écrivains. Il va écrire une lettre
au régime pour défendre la liberté d'expression et il n'aurait pas dû. Et non, dans cette lettre, il se plaint du fait que le talent artistique et musical soit étouffé par le parti. Vous imaginez l'angoisse autour de lui. Sa femme s'est emparée de la lettre, elle essaie de modifier les phrases, d'atténuer un peu les critiques. Du reste, aucun journal soviétique n'accepte de publier la missive de Rostropovitch. Qu'importe, de toute façon, c'est trop tard. Du jour au lendemain, sa carrière de concertiste va être stoppée net. D'un seul coup, plus de concerts, plus d'enregistrements. Officiellement, on affirme qu'il est malade. On va seulement l'autoriser à jouer dans des villages perdus au fin fond de la Russie avec les plus mauvais orchestres et encore simplement accompagné parfois d'un accordéoniste. Vous imaginez, ça devait être incroyable ces soirées. C'est une forme d'humiliation que les autorités vont infliger constamment à Mstislav Rostropovitch. Ses amis se mettent à lui tourner le dos. Pire, un certain nombre de ses anciens collègues de Moscou commencent à remettre en cause son sens de la musique. On lui dit qu'il est devenu mauvais, qu'il n'a plus le sens de la musique. Le plus incroyable même, c'est que dans cette affaire, Slava finisse par douter de lui-même. Il se dit, après tout, c'est peut-être vrai. Il est empêché de se produire en concert, je vous l'ai dit. Il dépérit. C'est comme si, d'une certaine manière, on lui avait retiré la voix. En mars 1974, il se décide à écrire personnellement à Brejnev pour implorer son aide. Pas de réponse. Et là, le violoncelliste comprend qu'il vaut mieux pour lui partir pour l'exil. Il quitte l'URSS avec sa famille, d'abord pour Londres, ensuite il se rendra à Paris. C'est un exil qui va durer 16 années, 16 longues années. Alors c'est vrai qu'il est bien entouré à Paris, il est accueilli par des gens comme Aragon, ce qui est un paradoxe, ou comme par le compositeur Henri Dutilleux, mais il se sent néanmoins tellement seul. Avec sa dernière acquisition, alors l'acquisition en question c'est un Stradivarius de 1711 aux éclisses marquées, dit-on, par les éperons des bottes de Napoléon Ier, ce qui rend cet instrument, ce violoncelle Duport très célèbre. Il peut se produire bien sûr, et là de nouveau il est adulé, applaudi, acclamé dans toutes les villes d'Occident. Finalement, en le chassant d'Union soviétique, ses persécuteurs lui ont permis d'aller conquérir le monde. Pourtant, pas un jour ne passe sans que Slava ne souffre de cet arrachement à sa patrie, cette plaie qui vous arrache au berceau et ne se referme jamais, disait-il. La Russie, c'est sa vie. Il aurait été prêt à tout perdre pour elle. La trahison est insoutenable. Il confie à Jacques Chancel que, je cite, « Ceux qui ont été privés de toute identité savent ce que j'ai pu endurer, le mal absolu, la blessure la plus secrète. » Alors, il se console comme il peut, il recrée autour de lui une sorte de décor russe. Il parle à propos de son appartement à Paris de sa petite datcha du lointain Occident. Et puis vient ce jour terrible du 15 mai 1978. Comme si le régime l'avait pas encore assez anéanti, ce soir du 15 mai 1978, il est en train de dîner dans son appartement parisien avec sa femme, Galina Vishnevskaya, et le luthier Étienne Vatelot. Et soudain, à la télé qui est allumée à côté d'eux, on voit apparaître les visages de Rostropovitch et de son épouse. Et le journal télévisé annonce que le couple a été déchu de la nationalité soviétique. On entend Galina hurler de fureur. Quant à Slava, lui, il ne dit rien, mais de nouveau, il pleure. La blessure ne se refermera que des années plus tard, 12 ans en fait, plus tard, à la faveur d'une scène devenue célèbre et dont la photographie a fait le tour du monde, le 9 novembre 1989, donc au moment de la chute du mur de Berlin. De nouveau, Slava est dans son appartement parisien. Quand il apprend la nouvelle à la radio, son cœur tressaute, il est bouleversé. Lui qui maintenant est exilé depuis 15 ans, qui a été déchu de sa nationalité, jamais il n'aurait pu imaginer de voir de son vivant tomber ce mur. Alors il se laisse guider par son impulsivité naturelle. Il prend l'avion pour Berlin. Le voilà devant Checkpoint Charlie avec son violoncelle qui va devant des spectateurs médusés forcément interpréter les suites de Bach. Ce son grave, profond, qui a quelque chose de divin au pied de ce symbole de pierre et de béton qu'on est en train d'abattre. La musique se fait prière, elle se fait requiem et Rostropovitch est devenu maintenant de manière universelle le symbole de la liberté. Un morceau de la 5e suite de Bach. Et voilà ce que, à Jacques Chancel, de nouveau, confiait Mstislav Rostropovitch, je le cite, « Dans mon exil, je n'ai jamais cessé d'être russe, mais là, devant ce mur qui perdait ses pierres, j'ai spontanément retrouvé ma citoyenneté perdue.
Sans esprit de vengeance, dans ma tête, je me mettais en marche vers ce pays, celui de mes ancêtres que ces traîtres avaient eu la cruauté de défigurer. Aidé par Bach, je pensais en pleurant à mes amis, Prokofiev, Shostakovich, cet instant illumine toute ma vie, il efface 15 années de disgrâce et d'humiliation. Bonjour messieurs, vous avez l'un et l'autre bien connu Rostropovitch, eh bien vous allez nous le raconter maintenant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire du musicien Rostropovitch. Vous venez de nous raconter une partie de sa vie, Franck, et nous allons plus loin avec vos invités. Nous allons mieux le connaître grâce à Xavier Phillips, qui est violoncelliste. Remarqué par Rostropovitch, il a régulièrement joué en tant que soliste sous sa direction avec le Washington Symphony Orchestra. Et Roland Pidoux, qui est lui aussi violoncelliste, chef d'orchestre. Il a été pendant 10 ans soliste de l'Orchestre national de France et il a joué en formation de chambre avec Rostropovitch. Et ça devait être des moments extraordinaires de jouer quand on est soi-même violoncelliste, jouer avec Rostropovitch, Roland Pidoux. Ah, tout à fait. Je garde ce souvenir-là, c'est dans les années 74 par là. Au moment de son départ, en fait. Oui, absolument. Et c'est la première fois que je le rencontrais. Et je faisais partie du Quatuor Vianova à l'époque. Et donc, il y avait une série de concerts où nous jouions le quintet à 2 violoncelles, où il faisait la partie de second violoncelle, en général, les violoncellistes invités jouent toujours cette partie-là. Et je dois dire que j'étais très impressionné parce que, bien sûr, je connaissais, je l'avais entendu, mais je savais pas. Il y avait les enregistrements, vous l'aviez vu en concert, sans doute. Oui, absolument. Mais j'avais jamais eu de contact direct avec lui. Et c'est vrai que se retrouver au contact d'une personnalité comme ça, mais non pas comme un étudiant, mais comme un musicien à part égale, il faut tenir le choc. Et j'ai appris énormément à ce moment-là. Et il a été absolument adorable et on s'est très très bien entendu. Ça a été le moment où je l'ai cerné un peu de plus près. Je me souviens dans les loges, il travaillait toujours parce que au même concert, il faisait une suite de Bach, la 5e justement. Et l'enfer pour nous, c'est ce prélude qui est compliqué. Et oui. Et il le faisait systématiquement 3 fois moins rapide que le tempo prévu, presque besogneux, et il se l'imprimait comme ça. Pour moi, c'était très intéressant parce que on a toujours dit, et moi-même qui ai été longtemps professeur, on dit aux étudiants, travaille lentement pour que ça reste. Et là, c'était la preuve. C'est exactement ce qu'il faisait, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il jouait au ralenti avant de livrer, bien entendu, le tempo réel. Tout à fait. Et il était d'un contact facile, semble-t-il, et même un peu exubérant d'un certain point de vue. D'abord, il parlait toujours, il prenait les gens dans ses bras. Xavier Phillips, vous avez fait les frais, si je puis dire, de cette familiarité. Non, pas les frais. Ça a été mon grand bonheur. Rostropovitch a toujours fait partie de ma vie. Quand j'étais enfant, j'écoutais ses disques et j'étais éperdument amoureux de ce violoncelliste. C'était une idole pour vous, bien avant que vous ne le rencontriez. C'était une idole, absolument. C'était une icône. Je dirais. C'était ce violoncelliste qui arrivait... Pour un Russe, ça tombe bien. À la fois, effectivement, à regrouper ce talent incroyable pour l'instrument. Effectivement, cette musicalité parfois exubérante, mais toujours juste. Ce son aérien, jamais, comment dirais-je, l'impression comme ça qu'il jouait, il n'y avait aucune limite à rien, aucune limite technique, aucune limite instrumentale, aucune limite dans la voix, comme un chanteur qui aurait une voix absolument incroyable. Et lorsque j'ai eu l'occasion de le rencontrer, en fait c'était à l'occasion du concours qui portait son nom, puisque ce concours n'existe malheureusement plus maintenant. J'ai participé en 1990 à ce concours et pour moi c'était une grande excitation. Je ne sais pas si c'était de faire partie de ce concours et d'essayer de briguer un prix, d'aller devant le maître, ou en fait d'avoir une occasion de rencontrer le maître. Et c'est ce qui s'est passé. Et effectivement, pour porter un écho à ce que vous disiez tout à l'heure, la rencontre s'est faite puisque elle ne s'est pas faite au cours des épreuves, puisqu'évidemment j'étais quand même à ce que je faisais, donc je n'osais pas lever les yeux. Pourtant, je brûlais d'envie de regarder le Mstislav Rostropovitch bien au fond des yeux. Et en fait, à l'occasion de la répétition de la finale, je jouais justement le concerto de Dvorak avec l'orchestre de Bordeaux, sous la direction d'Alain Lombard. Oui. Et je sors de ma répétition assez mécontent de moi-même, comme d'habitude, et je monte les escaliers pour retourner à ma loge. Et là, j'ouvre la porte et je tombe nez à nez avec Rostropovitch, suivi de la cohorte des membres du jury. Et là,
c'est plutôt lui qui me prend, il tombe sur moi, il me fait « Oh, toi, magnifique !» Et il me prend par la tête comme ça, il me fait un énorme bisou, me laissant totalement pantelant, chancelant, avec le violoncelle et l'archet comme ça qui tombait de mes mains. Et il passe comme ça, et tous les membres du jury passent à côté de moi en me regardant d'un air un peu amusé. Et cette force de la nature se creusait d'inspiration, qui donc était d'une nature comme ça très généreuse, a marqué, on peut dire, plusieurs générations de musiciens, et pas seulement de musiciens. Au moment où il meurt, c'était donc il y a 10 ans, on a entendu sur l'antenne d'Europe 1 bien des gens qui pleuraient tout simplement. Je vous propose de les entendre de nouveau. C'était mon idole, Rostropovitch. J'étais jeune, je me disais qu'il fallait jouer comme lui et pas autrement. Ça reste comme un exemple d'une grande personnalité. Ça m'a fait un choc, on a l'impression de perdre comme un père en fait. C'est le père de tous les violoncellistes et sans lui, forcément les choses sont différentes. Il sera toujours là pour nous, il sera toujours présent. Telle énergie, une telle générosité est un exemple pour tout le monde et quelqu'un de très actif qui s'est beaucoup engagé aussi par rapport à la guerre froide, par rapport à l'URSS. Vraiment, un personnage hors du commun. Moi, j'étais au moins 30-40 fois au concert de Rostropovitch. Et quand j'étais déjà un petit bébé, j'avais écouté beaucoup d'enregistrements. Et même maintenant, ça fait donc 24 ans, mais j'écoute tout le temps son enregistrement. C'est toujours génial. C'est au micro de Diane Chenouda que s'exprimaient donc ces musiciens qui regrettaient donc la disparition de Mstislav Rostropovitch. C'était en avril, le 27 avril 2007. Et c'est extraordinaire de voir d'ailleurs qu'il est né le 27 mars 1927 et qu'il est mort le 27 avril 2007. 2007, oui. Je ne sais pas à quoi correspond en numérologie le 7, mais le 7 était quand même extrêmement présent dans sa vie. Il était magique tout simplement, c'est le chiffre de la magie que je sache. Il était doté d'un magnétisme assez extraordinaire. Si l'on devait définir son apport à l'art du violoncelle, quel serait-il, Roland Pidoux ? Comment est-ce que vous le définiriez, vous ? Pour moi, ça a été vraiment la révélation du son. La qualité du son de Rostropovitch, c'est absolument, comme il disait, phénoménal. C'est-à-dire la générosité, parce que c'est vrai que c'est un être très généreux, en tout cas. Nous ne voyons, enfin je dis nous sous le contrôle de Xavier, mais nous avons toujours vu en Rostropovitch une personnalité extrêmement généreuse. Peut-être ne l'a-t-il pas été pour tout le monde, mais en tout cas... À toute époque, c'est une grande question. On y reviendra dans un instant, l'aspect politique. En tout cas, cette générosité, cet amour de la musique... Et comme vous disiez tout à l'heure, son archet, c'était le prolongement de ses bras, c'est le prolongement de son être, son violoncelle. Qui joue aujourd'hui le violoncelle du port ? Vous savez qu'il a... Je pense que personne ne le joue. Personne n'ose plus le jouer, en fait. Je pense pas que ce soit une question d'oser le jouer. Je ne sais pas si ses filles ont tout simplement remis ce violoncelle en circulation. Je pense que ça reste un objet sacré et tant que, on va dire, les difficultés financières ne se feront pas sentir... Peut-être qu'il en restera. Peut-être que je suis en train de fantasmer totalement. Si ça se trouve, ce violoncelle, mais étant donné qu'on le saurait, je pense que si c'était le cas. Alors, on a compris que Mstislav Rostropovitch avait été un des témoins majeurs du siècle, de sa politique. Un des témoins, il était aux premières loges de la guerre froide. Nous y venons dans un instant en mettant l'accent justement sur l'évolution de sa conscience politique. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Aujourd'hui, 11 novembre, à 13h, Miroslav Rostropovitch, devant le mur de Berlin, le même. Rostropovitch, son archet à la main glissant sur les cordes du violoncelle. Deux émotions fortes, deux symboles, deux images, à un quart de siècle d'intervalle. Nous sommes en train de vivre effectivement une page capitale de l'histoire de l'Europe et du monde. C'est André Dumas, évidemment, dans Europe Midi en 1989. Alors, bien sûr que dans l'inconscient collectif,
Rostropovitch restera l'homme qui a joué devant le mur de Berlin en démolition. Mais il y a eu bien des épisodes avant cela, évidemment, et il a été à une époque l'un des représentants du grand art soviétique, parce qu'il y a un style soviétique aussi dans la musique. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un style soviétique, mais à l'instar des autres personnes comme David Oistrakh aussi. Bien sûr. Émile Gilels, Sviatoslav Richter, enfin c'était ses camarades, ses collègues. C'était des musiciens phares, très emblématiques de cette école soviétique. On appelait ça justement une école soviétique. Je ne sais pas si effectivement le style soviétique il a pu être caricaturé, parce que derrière le style soviétique on entend une efficacité redoutable, des techniciens fabuleux, des gens qui ne sont jamais fatigués, un peu comme ces athlètes soviétiques. Vous voyez, mais derrière tout ça, il y a toujours une performance. Voilà, il y a toujours une idée de performance qui n'est pas, je trouve, qui n'est pas forcément flatteuse. Non, en fait, qui n'est pas forcément flatteuse et qui n'est pas en rapport avec la musique, avec la profondeur de celle-ci, alors que justement, chez des gens comme Stislav Rostropovitch, comme David Oistrakh ou Sviatoslav Richter, ce qui interpelle le plus, ce qui marque le plus, c'est ce sens inné de la musique, cette profondeur dans l'interprétation, cette sensibilité. Je crois surtout qu'il y avait derrière eux un système qui menaçait de les broyer à tout moment. Ils devaient, satisfaire le système. Et en fait, il y avait ce double visage. Et c'est ce même double visage qui, je pense, faisait beaucoup de mal à Shostakovich. Shostakovich qui, lui, avait une sensibilité très particulière. Oui, et un recul beaucoup plus grand, évidemment. Il avait un recul beaucoup plus grand, mais je pense qu'il a été comme tous les compositeurs qui étaient dans le collimateur, entre guillemets, du régime, à ce moment-là, il a été extrêmement affecté par cela. La doctrine Jdanov dont vous parliez, qui a menacé de briser Prokofiev et Shostakovich, leur interdisant de jouer leurs compositions parce que jugées trop bourgeoises, antidémocratiques, voire cacophonique. Voire cacophonique, évidemment. Mais vous disiez ça, mais justement, vous parliez de ce concerto, cette symphonie concertante remaniée par Prokofiev avec l'aide de Rostropovitch. Il y avait un accord dans le deuxième mouvement que Prokofiev avait dû changer parce qu'il était jugé cacophonique et que c'était la musique du diable. Bien sûr, non mais ça c'est toute la phraséologie soviétique et stalinienne en l'occurrence. Comme vous dites, Jdanov joue un rôle là absolument central. On va pas entrer dans ces histoires bureaucratiques de l'histoire de l'Union soviétique. Le rapport qu'entretenait Rostropovitch avec les compositeurs est assez extraordinaire. Avec Shostakovich, avec Prokofiev, avec d'autres d'ailleurs, avec Dutilleux, on le disait. Compositeurs du monde entier. On parlait tout à l'heure avec Xavier, je crois que c'est autour de 200 œuvres créées par Rostropovitch. C'est absolument inouï, avec soit des œuvres pour violoncelle seul, soit des œuvres avec orchestre. Et il était une muse d'une certaine manière pour certains compositeurs. On a écrit pour lui, en tout cas, ça c'est incontestable. Bien sûr. Mais c'est extraordinaire de la part de Rostropovitch d'avoir suscité comme ça cette envie d'écrire pour le violoncelle, qui, il faut bien reconnaître, est un instrument qui est apparu au grand public à l'époque de Rostropovitch. Justement. C'est ça. Il a donné ses lettres de noblesse au violoncelle. Voilà, Rostropovitch a été il l'a mis dans la lumière, cet instrument qui un projecteur sur le violoncelle. Le premier, à une échelle un peu différente et pas aussi médiatique peut-être, mais c'était Casals. Oui, déjà, oui. Et encore, par derrière, le moteur, pour Casals, il était anti-Franco, il s'est battu pour ça, et il y avait un moteur, en fait. Et Rostropovitch avait ce même moteur. En fait, le violoncelle, par définition, et le violoncelliste, disons, c'est le musicien d'orchestre par essence. Quand on veut imaginer un musicien fondu dans une grande formation, généralement, on caricature un violoncelliste. Et là, lui, il en fait non seulement un soliste, mais une sorte de star. Donc, il change le statut du violoncelliste, en quelque sorte. Absolument. Par opposition au violon, qui a ce statut d'instrument soliste depuis le départ. Plus d'un siècle avant. Depuis qu'il est né, exactement. Mais effectivement, le violoncelle a obtenu ses lettres de noblesse en grande partie grâce à Rostropovitch, qui effectivement avait un très grand appétit, une très grande soif de création et qui suscitait chez les compositeurs qu'il rencontrait. D'ailleurs, il y avait comme une espèce d'effet de domino. Il a rencontré Prokofiev en jouant la sonate de Miaskovski. Prokofiev lui avait dit « Mon cher ami, vous avez un détaché impressionnant. Dans l'aigu, on entend tout. Par contre, dans le grave, c'est-à-dire que toutes les notes sont audibles. » Oui, voilà. Et donc, Rostropovitch, qui avait quand même beaucoup d'humilité aussi, racontait cette histoire qui était très drôle. Et puis après, c'est en jouant une œuvre de Shostakovich qu'il est mis en présence de Britten, un compositeur britannique. Voilà, duquel il a obtenu les 3 suites pour violoncelle seul de haute lutte, parce qu'il voulait à l'origine
6 suites, comme les suites de Bach. Et Britten était quelqu'un d'assez réservé, et il lui avait dit, Slava, Britten était son partenaire de sonate. Et je vous raconterai d'ailleurs, si on a le temps, une anecdote entre Britten et Rostropovitch à ce propos. Puisqu'on parlait de l'arpeggione. N'hésitez pas, c'est le moment. Ils avaient une telle amitié, ils s'adoraient l'un l'autre, et ils ont fait cet enregistrement dont vous avez passé un extrait tout à l'heure avec la fameuse sonate pour arpeggione de Schubert. Et à la mort de Ben, donc il l'appelait Benjamin Britten, Rostropovitch m'a confié cette chose que je trouve extrêmement émouvante. Il a dit, j'ai essayé de rejouer moi sonate arpeggione one time and never. Il a essayé une autre fois avec un autre pianiste et c'était pas possible. Le compositeur avait avec lui emporté la création. Je trouvais ça émouvant, vraiment terriblement émouvant. Et donc, pour reparler de ces suites de Britten, une suite pour violoncelle seul, Rostropovitch voulait 6 suites. Et il lui avait dit, toi composé pour moi, toi composé pour cello. Et Britten disait, non, je sais pas, c'est difficile, c'est un exercice très difficile, etc. Et puis, Rostropovitch, qui était quelqu'un d'extrêmement tenace, sentait que l'affaire lui échappait et ça, il aimait pas du tout. Et donc, comme ils étaient au festival de Aldeburgh, la reine-mère devait venir rendre visite. Et à ce moment-là, Rostropovitch change totalement de sujet et dit à Benjamin Britten, n'en parlons plus. Parlons plutôt de la rencontre avec la reine. Je veux te montrer la révérence que j'ai l'intention de faire. Et alors à ce moment-là, Britten le regarde avec des yeux ronds, il lui dit, tu vas faire quoi ? Tu vas faire une révérence ? Oui, regarde, j'ai travaillé ma révérence toute la nuit, je suis très excité, il faut que je te le montre. Et il montre une révérence absolument grotesque, mais clownesque. Et alors Britten change de couleur et devient totalement blanc, il dit, tu peux pas faire une chose comme ça, tu vas me ridiculiser devant tout le monde. Et l'autre il dit, ah si, j'y tiens absolument. Non, écoute, je ferai n'importe quoi, mais je ne veux pas que tu fasses cette révérence. Tu feras n'importe quoi ? Très bien, marquons-le tout de suite. Et alors sur un bout de serviette, il lui a fait signer un contrat comme quoi il s'engageait à écrire des suites pour violoncelle. Et voilà. Il allait au bout de ses Absolument, de ses c'était rêves. un grand politique, Nous allons dans un instant voir ce qui reste aujourd'hui, 10 ans après sa mort et 90 ans exactement après sa naissance, ce qu'il reste de Rostropovitch dans le monde musical d'aujourd'hui. Il demeure, je crois, une grande source d'inspiration. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous parlons de Rostropovitch cet après-midi sur Europe 1 avec 2 violoncellistes. Roland Pidou, qui est violoncelliste et chef d'orchestre, qui a joué en formation de chambre avec Rostropovitch. Et Xavier Phillips, violoniste également, remarqué par Rostropovitch. Il a régulièrement joué en tant que soliste sous sa direction avec le Washington Symphony Orchestra. L'intégralité des enregistrements Warner de Rostropovitch sont disponibles depuis quelques jours. Vous savez, ce sont ces éditions un peu mythiques que l'on attend, dont on attend la sortie. Donc c'est un coffret impressionnant des éditions Warner pour les amoureux du violoncelle et ceux qui veulent aller plus loin dans la musique de Rostropovitch. Évidemment, on ne saurait trop recommander ce très beau coffret avec cette photo. Regardez cette photo extraordinaire. De ce bébé. Ce bébé, c'est le petit Slava. Et il est dans l'étui à violoncelle de son père, avec le violoncelle juste derrière. On peut dire qu'il est tombé littéralement dans le chaudron quand il était petit, lui. C'est Roland Pidou, c'est vraiment c'est ce qui s'appelle être destiné là. Être né dans un violoncelle. Tout à fait, mais ça me fait penser à cette histoire que je voudrais que Xavier nous raconte à propos de Rostropovitch et de son visage qui était assez particulier malgré tout. Oui, effectivement, Rostropovitch avait, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, effectivement, il avait une soif et un appétit inextinguible de vie. Et c'est vrai, il dormait pas plus de 3 heures par nuit. Médicalement, ça pouvait s'expliquer peut-être par le fait qu'il avait des glandes surrénales particulièrement développées. Et puis je pense qu'il était sous pression permanente, il avait ce besoin de. Il me confiait qu'il prenait toujours le premier avion, le premier train. Une boulimie de tout. Ouais. Il pouvait passer la soirée. De tout, au passage. La soirée à fêter le concert, etc. À boire pas mal quand même, et à se lever alors que tout le monde ronflait, à se lever dans pleine nuit, faire ses bagages et s'en aller pour aller sur un autre lieu de concert, pour préparer un autre concert. Et entre autres choses comme ça, très humaines, qui faisaient de lui un être humain exceptionnel, il y avait aussi, je pense, peut-être quelques blessures personnelles. Et notamment, je pense qu'il ne se trouvait pas beau. Et c'est probablement pour ça qu'il avait un tel besoin de séduire, qu'il était
il était terriblement séduisant. Il était très séduisant, très drôle, truculent. Il adorait la présence. Il cherchait tous les moyens de séduire, de compenser un physique peu avantageux. La présence des femmes. Moi, je trouve pas. Enfin, peu avantageux, pensait-il. Je le trouvais très beau. Je le trouvais très charismatique. Mais lui, en tout cas, probablement, on n'est jamais très bon juge pour soi-même. Et il avait dit à sa maman, il était né à 10 mois. Donc, il était né vraiment post-maturé. Il avait dit à sa mère, mais maman, toi qui as eu tant de temps devant toi, pourquoi est-ce que tu m'as pas fait un beau visage? Il lui a dit, mais mon amour, je me suis concentré uniquement sur tes mains. Et voilà. à supposer qu'un violoncelliste joue d'abord avec ses mains, ce qui n'est peut-être pas assez certain. Je pense que sa tête devait jouer un rôle assez important dans cette affaire. À défaut de son visage, comme on dirait de nos jours, en fait. Le visage n'avait pas tellement d'importance à cette époque-là. Je vous propose de l'écouter d'ailleurs. Il était au micro de Jean-Philippe Ballas, évidemment sur Europe 1. Est-ce qu'il vous arrive de penser parfois qu'un jour vous arrêterez de jouer du violoncelle? Oui, bien sûr, je pense à cela. Mais moi, j'ai des choses à partager avec la jeunesse. Et de toute façon, ma femme m'oblige à écrire un livre. Oui, et en plus, elle me dit que je connais beaucoup de choses et j'ai pas le droit d'emporter tout ça avec moi. Amitié avec Prokofiev, avec Shostakovich et beaucoup d'autres. Et pour comme ça, pour le plaisir, quelques petits mots en français. Il parlait par ailleurs assez bien le français. Enfin, un français international, un français de musicien. En fait, il parlait justement, c'est son interprète favori qui disait qu'il parlait un sabir en fait. C'est à la fois du français, de l'anglais, de l'allemand. Chaque fois qu'il m'est arrivé de rencontrer un grand concertiste international, c'était la même chose. Oui. C'est-à-dire qu'il parle 3 mots dans une langue, une phrase dans une autre, et il faut se débrouiller avec tout ça. Oui. Hein. Mais je l'avais repéré, Slava, à chaque fois que Nina, donc qui traduisait quand il était en France, il répétait toujours le dernier mot de la phrase qu'elle venait de dire. Ah oui. Oui, ça c'était un truc chez lui. Voilà. Il reprenait la phrase telle qu'il venait de l'entendre. Tel qu'il venait de l'entendre. Comme ça. Magnifique. Ça c'est excellent, ça c'est drôle. Oui, une sorte de tic en fait. Oui, puis c'est une façon de s'accorder à l'autre. Parce qu'il voulait parler. Et oui. Bon, je l'ai eu moi comme chef d'orchestre à l'époque où j'étais à l'Orchestre National. Quand il a fait l'enregistrement intégral des symphonies de Prokofiev, et donc il dirigeait, et on sentait, il y avait Nina qui était à côté de lui, qui était prête à traduire, mais de A à Z ce qu'il disait. Elle était extraordinaire comme traductrice, et lui, il avait le besoin de parler directement à l'orchestre. Alors, il commençait à baragouiner, on comprenait plus rien. Alors, elle l'aidait un peu, et dès qu'il chopait le dernier mot, il disait le dernier mot en français. Voilà, c'était extraordinaire ce bonhomme. Avec toujours, par exemple, je me souviens, il revenait de la cabine pour écouter le son de l'enregistrement, etc. Et puis, la prise n'était pas très très bonne parce que c'était pas très juste. Et il revient, il se met au pupitre, il dit: mes chers amis, magnifique musique, bravo interprète. Pas fantastique intonation. Excellent. Merci beaucoup Roland Pidou, merci Xavier Phillips. Quant à nous, nous nous retrouvons lundi à 14h au cœur de l'histoire.